Bien, je vous remercie de l'invitation et de me donner la possibilité de présenter ici, d'une part, une présentation de la recherche qu'on fait au Centre de bioinformatique de l'École des Mines, et d'autre part, et effectivement un petit peu plus précisément, sans entrer dans les détails techniques, une thématique de recherche qu'on étudie depuis plusieurs années, qui va nous occuper encore plusieurs années, notamment grâce à ce financement européen sur 5 ans. Alors, je vais parler de machine learning et de génomique du cancer. Donc, en fait, c'est un sujet, en gros, c'est de la bioinformatique. C'est un sujet qui touche directement à la santé et qui est assez lié avec beaucoup de choses qui seront présentées ces jours-ci, parce qu'on va, au final, on va s'intéresser à faire des modèles de pronostic, de diagnostic, des choses comme ça. La différence principale par rapport à, par exemple, ce qu'on a vu en traitement d'image, c'est sans doute le niveau auquel on regarde, c'est-à-dire ce que je vais montrer, ça va se passer essentiellement au niveau moléculaire. On ne va pas voir d'organes, on ne va pas voir de corps entiers, on va plutôt voir des molécules, et c'est un petit peu ça l'objet d'étude de la bioinformatique, en tout cas de celle que l'on fait. Je vais commencer par rapidement présenter le laboratoire dans lequel je travaille, parce qu'il est un petit peu original, au sens où c'est un laboratoire de Mines ParisTech, le centre de bioinformatique de Mines ParisTech, qui a été créé officiellement en 2006, notamment sous l'impulsion de Benoît Leguet et Michel Schmitt, que je dirige. Et qui est depuis 2008, donc depuis 4 ans, en fait, a créé un partenariat un peu spécifique avec l'Institut Curie à Paris, qui est un hôpital et un centre de recherche sur le cancer, et l'INSERM, pour créer donc un laboratoire mixte d'environ 70 personnes qui s'attachent à traiter tout un tas de choses entre les statistiques et le cancer, notamment de l'épidémiologie, des biostatistiques et de la bioinformatique. Donc le centre de bioinformatique de l'École des Mines est en fait une des équipes de cette unité qui comporte 4 autres équipes. Pour maintenant présenter les sujets de recherche que nous traitons, je vais juste faire un petit rappel. J'imagine que pour la grande majorité d'entre vous, c'est connu, mais je vais juste rappeler un petit peu ce que c'est que l'ADN, les protéines, parce qu'après on va voir comment on s'en sert. Donc juste pour vous rappeler, quand on parle de vivant, nous on va regarder ça au niveau cellulaire ou moléculaire. Tout objet vivant est constitué de cellules. Dans la plupart des cellules des eucaryotes, il y a ce qu'on appelle un noyau qui contient en son sein l'ADN. Donc l'ADN est présent dans chacune de vos cellules. Un être humain a environ 100 000 milliards de cellules. Dans chaque cellule, il contient 46 chromosomes, presque dans chaque cellule. Et chaque chromosome est fait de ce double brin d'ADN qui contient le patrimoine génétique et qui notamment contient l'information de gènes, enfin il contient des gènes, environ 20 000 gènes, qui sont exprimés pour former des protéines qui constituent des macromolécules du vivant importantes. Alors l'ADN est évidemment un sujet d'étude important parce qu'il contient à la fois le patrimoine génétique d'une espèce, d'un individu, et il contient quelque part le mode d'emploi de la vie. C'est très simplifié ce que je dis, mais on peut dire que si on arrivait à décrypter l'ADN, on pourrait comprendre le plan, le programme de la cellule. Si on voit la cellule comme une machine et l'ADN comme un programme, si on pouvait lire le programme, on pourrait peut-être comprendre comment fonctionne la machine. Et donc c'était l'objet d'un grand projet qui s'appelle le projet de séquençage du génome. Alors pour donner quelques ordres de grandeur quand même, parce que c'est un petit peu ça qui va caractériser la bioinformatique, quand on parle d'ADN, on peut compter la longueur de l'ADN. Donc l'ADN, c'est une molécule, mais qui est un polymère formé de bases qui se suivent, des nucléotides. L'ADN humain, environ 6 milliards de nucléotides. Donc on peut voir ça comme un texte de longueur 6 milliards. Si on va avoir quelques ordres de grandeur, je me suis amusé juste pour pouvoir parler avec une échelle plus raisonnable, de rapporter tout ça à la longueur de la recherche du temps perdu, qui est le roman français le plus long, paraît-il, qui fait environ 10 millions de caractères. Donc la recherche du temps perdu, c'est 7 tomes, on peut voir ça comme 7 chromosomes et c'est 10 millions de lettres. C'est environ la taille d'une bactérie. Une grosse bactérie fait 10 millions de caractères. Si vous lisez la recherche du temps perdu, vous avez lu l'ADN d'une bactérie. Quand vous voulez lire l'ADN d'une mouche, il faut en lire 30, et ça vous donne l'ADN de la mouche. L'ADN humain, c'est 600 recherches du temps perdu. C'est ça, donc c'est beaucoup, c'est pas infini. Hein, ça veut dire que si on prend le temps de lire 600 fois la recherche du temps perdu, on a eu l'équivalent d'un génome humain. Alors, il se trouve que l'homme n'est pas le plus compliqué à lire. Si vous prenez la tulipe, c'est 3000 exemplaires de la recherche du temps perdu. Hein. Il y a des exemples comme ça. Ok, donc l'ordre de grandeur c'est ça, mais ça veut dire que c'est grand, mais que ça tient sur une clé USB sans problème. On peut séquencer un génome, le mettre dans la clé USB et le lire, ça pose pas trop de problème.
Alors quand je dis le lire, ça veut dire décrypter la suite des lettres qui composent l'ADN. Vous savez que c'est constitué, on résume ça en 4 lettres, ACGT. Lire le texte, ça veut dire séquencer le génome. Et il y a eu un grand projet dans les années 90, entre 90 et 2003, qui a constitué à décrypter le génome humain, c'est-à-dire à décrypter la suite des 3 milliards de lettres qui composent l'ADN. C'est un projet qui a coûté 3 milliards de dollars, qui a pris 13 ans et qui s'est terminé en 2003. Et donc, à partir de 2003, on a pu télécharger, donc c'est des données publiques, on a pu télécharger l'ADN humain. Alors quand je dis l'ADN humain, c'est un ADN humain moyen, parce qu'on est tous différents, on a tous des différences, mais il y a 6 personnes qui avaient été séquencées et elles ont été utilisées pour aboutir à un consensus. C'est le génome humain. Donc ça a été une révolution dans les sciences biologiques et médicales, parce que tout d'un coup, on a accès à la liste exhaustive de ce que contient l'ADN. Par des traitements informatiques et mathématiques, on peut assez facilement faire du traitement de signal sur cette séquence, détecter les zones informatives, les zones non informatives, les gènes, les signaux régulateurs, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été faites sur ce génome. Mais il y a eu une seconde révolution qui est passée qui est peut-être moins connue du grand public, mais qui est sans doute plus importante pour les applications qu'on traite. C'est que dans les années 2007, il y a des nouvelles techniques de séquençage qui sont arrivées, qui s'appellent des techniques de séquençage, on appelle ça Next Generation Sequencing, au sens, alors maintenant c'est plus Next parce que c'est passé, mais à l'époque c'était des Next Generation, donc c'est des nouvelles techniques de séquençage qui ont la particularité d'aboutir à des séquençages beaucoup plus rapides et beaucoup moins chers. Et si vous regardez l'image de droite, ici, c'est assez marquant, l'image de droite marque entre 2001 et 2011, donc c'est des images récentes, hein, le coût de séquencer un génome humain. L'échelle est logarithmique, c'est-à-dire en 2001, on était à 100 millions de dollars. Aujourd'hui, on approche les 1000 dollars. Donc il y a une décroissance exponentielle. La droite que vous voyez en blanc, c'est la loi de Moore qui est supposée modéliser la baisse du prix des semi-conducteurs. Vous voyez qu'on est beaucoup plus rapide. Et la révolution dont je parlais, c'est en 2007. Tout d'un coup, la pente de la courbe a décru et maintenant, on gagne à échelle, un log tous les quelques mois. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, donc en 2001, on a séquencé un génome humain pour 3 milliards de dollars. Aujourd'hui, on peut faire la même chose dans un laboratoire, on fait ça à l'Institut Curie, pour environ entre 1000 et 10 000 dollars. Et dans 3 mois, ça sera 2 fois moins. Okay, donc on arrive à une ère, la grosse différence, c'est que maintenant, on arrive à une ère, on peut parler de génomique personnelle, parce qu'en termes de coût et en termes de temps, on peut se permettre de séquencer non pas un être humain pour voir ce que c'est que le génome humain, mais une personne, voire une cellule. Alors ça ouvre la voie à beaucoup de choses, parce que quand on parle du génome, il est évident que quand on peut se permettre de séquencer un génome sur plusieurs années, on peut se permettre de comparer des espèces. Hein, on peut comparer l'homme et la souris, le singe, voir les différences, donc c'est intéressant, on apprend beaucoup de choses. Quand on commence à faire de la génomique personnalisée, on peut commencer à comparer les individus. Donc qu'est-ce qui fait la différence entre plusieurs personnes, voire comparer les différences entre cellules différentes. Et on va voir que par exemple en cancérologie, on s'intéresse à regarder la différence entre le génome d'une tumeur et le génome d'une cellule saine de la même personne. Si on arrive à voir la différence, on comprendra ce qui a été modifié dans l'ADN de la personne qui aboutit à une tumeur et éventuellement comprendre les raisons et les traitements adaptés à cette tumeur. D'accord ? Pour donner quelques ordres de grandeur encore, hein, comme ça, quand on parle de différence entre espèces, si on prend des espèces pas trop éloignées, mettons des animaux, il y a assez peu de différence. On parle souvent qu'il y a 99% de similarité entre l'homme et le chimpanzé. Donc environ, si on lit la recherche du temps perdu, encore une fois, ça correspondrait à chaque ligne, il y a une lettre de différence environ. Si on fait la différence entre individus, c'est 1 pour 1000. Donc entre deux personnes dans la salle, vous avez une lettre sur 1000 qui change. Et la chose intéressante, ça c'est des résultats qui ne sont pas très vieux, qui ont pu être trouvés grâce au séquençage, c'est qu'entre vos cellules, il y a aussi des différences. Hein, quand on dit un être humain, c'est un génome, ce n'est pas vrai, parce que chaque cellule est obtenue par des divisions cellulaires d'une cellule initiale. Et à chaque division cellulaire, il y a des erreurs de copie. Et on estime à quelques dizaines de mutations hasardeuses, les mutations qui apparaissent à chaque division cellulaire. Donc en fait, quand vous prenez deux cellules de votre corps, elles ont un génome un peu différent. Et l'étude fine de ces différences permet de comprendre, par exemple, une cellule cancéreuse ou autre. Alors, ça, c'est la partie visible de l'iceberg. Donc on pourrait dire, on va étudier les génomes, on peut faire beaucoup de choses. En fait, quand on regarde ces données, ça a été accompagné de tout un tas d'autres révolutions techniques qui ont abouti à des technologies qui produisent beaucoup de données.
Donc j'ai parlé du génome, c'est-à-dire on peut lire des séquences d'ADN et on peut télécharger des téraoctets de génome si on veut. Grâce au génome, on a pu lire dans le génome humain, par exemple, l'ensemble des gènes présents qui codent pour des protéines, et on a pu mettre au point des techniques, notamment ce qu'on appelle des puces ADN, pour mesurer l'activité, l'expression de toutes les protéines, ce qui veut dire que dans un échantillon donné, dans un contexte expérimental, on peut quantifier l'activité des 20 000 protéines qui constituent le patrimoine protéique d'une espèce, ce qui permet de mesurer, de faire des expériences, de voir quels sont les gènes activés, les gènes inhibés dans un cadre dynamique. Donc ça aussi, ça génère beaucoup de données. Aujourd'hui, on peut assez facilement, en comparant les génomes, justement, comparer d'une part les différences entre les lettres. Hein, j'ai dit, quand on compare deux livres, on peut voir s'il y a des lettres qui changent. Mais on peut faire plus parce qu'en fait, les génomes se différencient aussi par la structure. Il se trouve qu'il y a des bouts de paragraphes qui changent de position, etc. Et ça, on commence à pouvoir le mesurer. Donc on peut vraiment caractériser chaque échantillon biologique par la structure de son ADN et par son contenu en lettres. On peut mesurer des interactions et à grande échelle, donc des interactions entre protéines, des interactions entre protéines et ADN, on peut faire beaucoup de choses. On peut, ce qui intéresse de plus en plus la recherche contre le cancer, mesurer non pas ce qui est écrit dans l'ADN, mais ce qui est autour de l'ADN, parce que l'ADN c'est une molécule qui est modifiée, il y a des méthylations de l'ADN, il y a des modifications des histones, etc. Donc tout ça maintenant on peut le mesurer. Et on peut même, ça a été un petit peu évoqué dans l'exposé précédent, regarder non plus au niveau uniquement moléculaire, mais faire des interventions sur l'ADN ou sur les gènes et regarder au niveau phénotypique une cellule, comment elle réagit à certains traitements ou à certaines mutations. Okay, donc l'idée c'est que toutes ces technologies sont assez récentes et fournissent des données en très grande quantité, souvent assez facilement disponibles parce que la communauté scientifique est assez ouverte dans ce domaine. Et donc on a des bases de données, on peut télécharger toutes ces données. Et ce qu'on voit, c'est qu'on peut commencer à cerner un objet biologique de manière quantitative. C'est-à-dire on peut prendre un échantillon biologique, des cellules, mesurer tout ça dessus. Et la question naturelle, c'est quand j'ai toutes ces données, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je peux comprendre de la biologie? Est-ce que je peux modéliser ça? Est-ce que je peux faire des modèles prédictifs? Alors, on peut imaginer beaucoup d'applications. Nous, la chose qui nous intéresse, c'est essentiellement les applications dans la recherche contre le cancer. Le cancer, c'est une maladie dévastatrice, mais qui a une particularité par rapport à d'autres maladies, c'est que c'est une maladie de nos gènes, au sens, mais pas vraiment une maladie génétique transmise. C'est plutôt une maladie, comme j'ai dit, on est constitué de cellules. Un cancer intervient quand une de nos cellules devient cancéreuse, et elle devient cancéreuse notamment parce qu'elle acquiert des mutations. Donc ces mutations, ça peut être soit par hasard, parce qu'à chaque division, il y a des mutations aléatoires. Ça peut être parce que quand on est soumis à des agents cancérigènes comme le tabac, des radiations, ça augmente le taux de mutation, donc ça crée plus de diversité d'ADN. Et ensuite, il y a une compétition entre les cellules de votre organisme, et celles qui prolifèrent plus prennent le dessus sur les autres, et c'est ça qu'on appelle un cancer. D'accord ? Donc on peut imaginer le développement d'un cancer comme des mutations, comme des variations génomiques de l'ADN. Et donc grâce à toutes ces technologies qui permettent pour chaque cellule, pratiquement pour chaque échantillon biologique, de mesurer l'ADN, de mesurer le transcriptome, de mesurer les interactions, on peut se dire, on va cerner un petit peu les tumeurs, les cellules biologiques, essayer de modéliser tout ça pour comprendre ce qu'elles ont de différent des autres, ce qui a créé l'apparition de la tumeur. Et si on arrive à comprendre ça, on peut espérer avoir une approche assez rationnelle dans le traitement de la tumeur, parce que si on observe que la tumeur devient cancéreuse parce qu'il y a un gène particulier qui se met à dysfonctionner, on peut imaginer un traitement adapté à ce gène pour éventuellement guérir le cancer. Alors ça intéresse beaucoup de monde, et il y a d'ailleurs des grands projets internationaux qui ont été lancés au cours des 5 dernières années. Il y a des projets qui s'appellent The Cancer Genome Atlas ou alors The International Cancer Genome Consortium. Ça, c'est des projets internationaux, un petit peu le pendant du projet Génome Humain il y a 20 ans, qui disent, maintenant, on ne va pas séquencer un être humain, on va séquencer 50 000 tumeurs. Donc, on se les partage dans le monde, des tumeurs du sein, des leucémies, etc. On va les prendre, on va les séquencer, on va mesurer le transcriptome, on va mesurer l'épigénome, on va mesurer les interactions, on va mettre tout ça dans une grosse base de données, on va demander aux mathématiciens, aux informaticiens, de prendre tout ça et d'en extraire de l'information pour décrire la variabilité des tumeurs, comprendre les spécificités de chaque tumeur, essayer d'avoir donc une nouvelle approche assez quantitative de cette recherche. Alors notamment, ce qu'on peut, les espoirs
fondée sur ces approches, c'est d'aboutir à une médecine plus prédictive et plus personnalisée. C'est-à-dire, on voit bien que si on arrive pour chaque échantillon biologique à comprendre ce qu'il a de particulier, on peut imaginer un traitement spécifique pour cette personne. On peut également, donc il existe beaucoup de thérapies existantes, hein, il y a beaucoup de médicaments et de ce qu'on appelle de cibles thérapeutiques. Les cibles thérapeutiques, c'est l'endroit où on va agir pour essayer de guérir la maladie. Grâce à ces approches, on peut espérer découvrir des nouvelles cibles thérapeutiques parce qu'on observe au niveau global tous les gènes, toutes les protéines. Donc si on observe qu'il y a une protéine qu'on ne connaissait pas mais qui est responsable de l'apparition d'un tumeur, on peut imaginer que ce soit une nouvelle cible thérapeutique. Et qui dit nouvelle cible dit aussi nouveaux médicaments. On pourrait imaginer des nouveaux médicaments qui attaquent spécifiquement certaines cibles. Donc ça, il y a quand même eu quelques grandes découvertes qui ont impacté le traitement du cancer au cours des 15 dernières années sur des thérapies ciblées par des approches un peu rationnelles. Alors, ce n'était pas encore l'ère de la génomique, mais quand on observait qu'il y a une protéine particulière, par exemple HER2 dans le cancer du sein, qui est exprimée dans certains cancers du sein, on a fait des inhibiteurs de cette protéine spécifique. Et pour les personnes qui ont un cancer du sein qui expriment cette protéine, tout d'un coup, on a considérablement amélioré leur chance de survie grâce à une thérapie ciblée. Donc ça marche, ça a été fait sur quelques cas, il y en a d'autres. Et là, l'espoir, c'est d'aller dans cette direction parce que en traitement du cancer, on pense arriver un petit peu à la limite des chimiothérapies ou des traitements qui marchent pour tout le monde. C'est des traitements agressifs qui ne marchent pas pour tout le monde. L'idée, ce serait d'avoir des traitements plus précis qui marchent mieux sur chaque personne. Voilà, alors, maintenant, je vais présenter un petit peu plus précisément des choses qu'on fait dans le laboratoire autour de ces trois axes, donc qui sont comment faire des modélisations pour aboutir à des traitements plus personnalisés, comment trouver des nouvelles cibles thérapeutiques et comment trouver éventuellement des nouvelles drogues. Alors la médecine personnalisée, en fait, on peut la décomposer en plusieurs sous-étapes, mais parmi les questions importantes, il y a des questions de diagnostic fin, donc des questions. En gros, les cancers sont des choses très hétérogènes. On a un mot cancer pour désigner une multitude de maladies diverses. Évidemment, il y a des cancers du sein, des cancers du sang, des cancers du cerveau. Il y a beaucoup de types de cancers. Et au sein de chaque type de cancer, il y a beaucoup de sous-types de cancers assez différents. Donc une première question pour lesquelles la génomique peut aider, c'est faire des diagnostics fins, c'est-à-dire on observe des choses à l'hôpital en prenant des radios, etc. Mais quand on va au niveau moléculaire, on séquence, on regarde le transcriptome, et là on peut voir des classes de tumeurs qui se ressemblent et d'autres qui ne se ressemblent pas. Donc ça permet d'aboutir à des nouvelles classifications des tumeurs. Donc c'est un pas vers la personnalisation. Et ça, il y a déjà eu des grandes avancées, par exemple en cancer du sein. Depuis 10 ans, on parle de classification moléculaire des cancers du sein. Il y a 4 grands types de cancers du sein qui sont apparus et qui sont définis en termes moléculaires, qui ne sont pas orthogonaux à ce qu'on savait déjà, mais disons qu'ils sont plus précis, et maintenant on classe plus précisément les patients. Une question importante qui a un intérêt thérapeutique évident, c'est la question de ce qu'on appelle le pronostic. Le pronostic, c'est le terme qui désigne prédire le risque de récidive du cancer. Donc le cancer, c'est une maladie assez compliquée. Souvent, quand elle est détectée suffisamment tôt, on peut la traiter par chimie, par radiothérapie, donc on enlève la tumeur. Et on espère que c'est terminé. Et malheureusement, parfois, quelques années plus tard, la tumeur récidive. C'est connu et c'est souvent la récidive qui peut être fatale parce qu'elle est plus difficile à contrôler. Par contre, ça n'arrive pas tout le temps. Donc, par exemple, quand on prend les femmes qui ont un cancer du sein, traitées de manière suffisamment tôt, on fait de la chirurgie systématiquement. Il n'y a pas de problème pour la plupart d'entre elles, mais pour 15% d'entre elles, il y a une récidive qui apparaît au bout de moins de 5 ans. Donc, comme on ne sait pas trop quelles femmes vont avoir une récidive, ce qu'on fait, c'est que presque systématiquement, on fait ce qu'on appelle un traitement adjuvant, c'est-à-dire qu'après avoir fait de la chirurgie, on leur donne des séances de chimiothérapie ou des traitements un peu spécifiques pour réduire le risque de récidive. Mais ça, c'est des traitements qui sont assez pénalisants, qui sont très durs physiquement, qui peuvent engendrer d'autres maladies. Et donc, si on pouvait isoler les 15% de femmes qui auraient récidivé si on n'avait rien donné, on pourrait leur donner à elles et pas aux autres. Aujourd'hui, presque tout le monde a des chimiothérapies, alors qu'en fait, la plupart n'auraient pas de récidive sans chimiothérapie. Donc la question du pronostic, c'est exactement ça, c'est prédire, étant donné une patiente sur laquelle on a fait une chirurgie, va-t-elle récidiver ou pas? Alors ça peut se faire, on peut espérer le faire à partir de ces mesures génomiques, parce que au lieu de regarder simplement la patiente et l'aspect de la tumeur au microscope, on peut regarder ce qu'il y a au niveau moléculaire, les gènes exprimés, etc., et essayer de faire des modèles qui vont prédire le risque de récidive dans 5 ans à partir du contenu moléculaire de la tumeur.
Une deuxième question, c'est une fois qu'on a pu décider ou pas si une patiente a un risque important de récidive, quel traitement lui donner? Et là aussi, le cancer est une maladie compliquée parce qu'on a une panoplie de traitements et on sait à peu près qu'il est donné, mais même pas très bien. Il y a un taux de réussite qui est loin d'être parfait, c'est-à-dire il y a beaucoup de traitements qui marchent sur 30% des gens et pas sur les autres. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'essais-erreurs. L'idée, ça serait, est-ce qu'en regardant au niveau moléculaire tout ce qu'on peut voir, on peut avoir des indices qui vont nous dire si ça va marcher ou pas. Alors toutes ces questions, en fait, elles peuvent se modéliser, la manière dont on le fait, on modélise par des approches d'apprentissage statistique qui mathématiquement consistent à dire qu'on a des objets, donc dans notre cas ça serait des tumeurs, qui vivent dans un espace, alors les mathématiques, c'est-à-dire les objets sont décrits par des descripteurs, ça peut être le génome, le transcriptome, les interactions. Imaginez que là chaque point serait une tumeur et on a colorié en couleurs différentes les tumeurs qui ont récidivé et celles qui n'ont pas récidivé. Et on se pose la question, est-ce qu'il y a une différence entre ces tumeurs qui me permettrait de faire un modèle prédictif? Alors sur l'image, on voit qu'en gros, il y a des bleus clairs en bas à gauche et des bleus foncés en bas à droite. Donc votre cerveau va faire une induction en disant, en gros, on a l'impression que si on séparait l'espace en deux, à droite, il y a un fort risque de récidive et à gauche, il y a un faible risque de récidive. Et ça, vous pourriez l'utiliser pour dire que si maintenant vous avez deux nouvelles patientes à l'instant T qui sont positionnées l'une à droite, l'une à gauche, vous pourriez dire, bah là, je prédis qu'il va y avoir une récidive et à l'autre, je prédis qu'il n'y aura pas de récidive. Okay, donc ça, automatiser ce processus, c'est exactement le domaine de l'apprentissage statistique. C'est un domaine bien connu, on en a parlé à l'exposé d'avant, c'est lié à l'intelligence artificielle. Le problème, c'est que, donc il y a beaucoup de techniques qui existent, mais le problème, c'est que quand on essaie de l'appliquer à nos données, ça ne marche pas très bien, et ça ne marche pas très bien pour tout un tas de raisons, notamment le fait qu'on a des données très complexes, en très grande dimension, et relativement peu de points pour faire cet apprentissage. Donc là, sur mon image est trompeuse, là j'ai beaucoup de points en 2 dimensions. La réalité, c'est qu'on a quelques centaines de tumeurs en dimension plusieurs millions, voire plusieurs milliards. Donc on est dans un espace immense, très peu peuplé, c'est très difficile de faire de l'inférence, c'est très difficile de se tromper, c'est-à-dire de trouver des corrélations qui n'ont pas lieu d'être simplement par hasard, parce qu'on compare trop de choses. Et donc c'est ça essentiellement le sujet de recherche, un de mes sujets de recherche, et donc, qui fait l'objet de ce financement européen, qui consiste à développer des approches spécifiques d'apprentissage pour traiter ces données complexes, ces données biologiques. C'est cousin de tout un tas d'autres domaines d'application, en traitement d'image, traitement du signal, on fait aussi de l'apprentissage statistique avec des modèles assez compliqués. Mais dès qu'on approche, dès que les problèmes sont compliqués parce qu'il y a peu d'exemples en grande dimension, on se rend compte que les algorithmes d'apprentissage doivent être de plus en plus spécifiques, c'est-à-dire ne marchent pas pour toutes les données et souvent requièrent des développements méthodologiques spécifiques. Alors la manière dont on le fait, ça c'est la seule équation du talk, c'est d'exprimer donc l'inférence de cette droite comme un problème d'optimisation sur un espace de fonctions de séparation possible, en disant qu'on va chercher une fonction f qui sépare mes points le mieux possible, mais si on fait que ça ne va pas marcher parce que justement il y a trop de droites qui vont séparer mes points. Donc on ajoute des contraintes qui mathématiquement sont vraiment des contraintes au sens d'optimisation, et on aboutit à des problèmes d'optimisation sous contrainte que l'on résout pour faire la phase d'afférence. Alors, la fonction optimisée, elle est standard, c'est le domaine de l'apprentissage. Et ce qui est spécifique, c'est surtout la pénalité, c'est de se dire, pour mes données et pour mes problèmes, comment est-ce que je peux faire une pénalité spécifique qui va suffisamment contraindre le problème, suffisamment simplifier le problème pour que l'inférence puisse marcher. Et c'est ça l'objet de beaucoup de nos travaux. Alors, ça donne lieu à des résultats méthodologiques et théoriques. Et je vais terminer en présentant justement quelques applications de ces modèles. Alors, certaines applications, c'est par exemple quand on a des données d'expression de gènes en très grande dimension, donc quand chaque tumeur est représentée par l'activité des 20 000 gènes, comment apprendre, et j'ai des tumeurs de bleu clair et d'autres bleu foncé, quel que soit le sens du bleu clair, bleu foncé, soit récidive, soit réponse à traitement. Comment est-ce que je peux apprendre une droite qui va séparer les bonnes des mauvaises? On peut juste dire que c'est une régression linéaire, mais la dimension est trop grande. Donc des choses qu'on fait, c'est par exemple prendre en a priori des connaissances qu'on a sur les gènes, notamment le fait que les protéines interagissent entre elles. On a d'autres sources de données qui nous décrivent les interactions qui ont lieu entre les gènes. Et donc se dire, si je connais le réseau d'interaction, ce qui est le cas, est-ce que je peux utiliser ça pour contraindre ma droite à associer des poids à chaque gène qui seraient cohérents avec le réseau, au sens où si j'ai des protéines qui interagissent entre elles, je pense qu'elles vont contribuer de la même manière, positivement ou négativement, au bon ou mauvais pronostic, et donc je peux essayer de contraindre un petit peu leur poids à être similaires, pas forcément égaux, mais similaires, et ça aboutit à des méthodes un peu spécifiques, des pénalités spécifiques qui prennent en compte
les graphes d'interaction connus pour faire cette phase d'apprentissage. D'autres applications, ça je vais passer un petit peu, c'est plus anecdotique. Une autre application, c'est plus pour, quand on parle de recherche de cibles thérapeutiques, il y a une question de est-ce qu'on peut, avec ces données, comprendre la biologie des cellules, et notamment la biologie des cellules cancéreuses dans notre cas. Et une manière de le faire, c'est donc, on sait que en fait, tous ces gènes travaillent entre eux, et notamment travaillent entre eux parce qu'il y a des interactions, il y a des régulations. Il y a certains gènes qui régulent l'activité d'autres gènes, qui transmettent des signaux à d'autres gènes. Donc on peut modéliser tout ça par des graphes, notamment. C'est un sujet très à la mode en biologie, ce qu'on appelle la biologie des systèmes, de voir une cellule comme un système de milliers d'individus qui sont des protéines qui interagissent entre elles. Et une question qu'on peut se poser, c'est quand je collecte beaucoup de données sur les tumeurs, par des puces ADN ou par des séquençages, est-ce que je peux reconstruire des réseaux de régulation, des réseaux de signalisation qui me décrivent un petit peu comment fonctionnent les acteurs entre eux. Donc ça, c'est un sujet qu'on peut aussi exprimer comme des problèmes d'apprentissage statistique. On a développé des méthodes qui ont été primées à des compétitions internationales parce que ça marche assez bien. Et si vous voulez en savoir plus, je vous conseille d'aller voir, je crois que c'est demain, le poster 30 de Anne-Claire Horry, qui présente un algorithme pour l'inférence des réseaux de régulation à partir de données de puces ADN. Donc quand on fait ça, on voit que du coup, on peut se permettre de collecter beaucoup de données, grâce aux données, d'essayer de reconstruire une sorte de réseau qui va décrire la manière dont fonctionne la cellule au niveau moléculaire. Et quand on a le réseau, c'est là qu'on pourrait mettre le doigt sur certains nœuds, ce qu'on appelle des nœuds drivers, enfin des nœuds clés qui contrôlent beaucoup de gens et qui pourraient être responsables de la prolifération cellulaire, par exemple, donc potentiellement de nouvelles cibles thérapeutiques. Voilà, je terminerai par une dernière application qui est plus, donc qui fait aussi appel à des méthodes d'apprentissage, en tout cas la manière dont on le résout avec des méthodes d'apprentissage, qui est plus dans le développement vraiment de médicaments, c'est-à-dire une fois qu'on a, par exemple, isolé une protéine dont on a trouvé par l'approche précédente qu'elle est importante et que si on inhibe son action, alors on va stopper la prolifération, il faut se dire comment est-ce qu'on peut la stopper. Et aujourd'hui, il y a donc pas toutes, mais il y a beaucoup de médicaments qui sont en fait des petites molécules au niveau chimique, hein, de quelques dizaines d'atomes, qui ont été designés, construits pour pouvoir se fixer à un endroit précis d'une cible thérapeutique, donc une protéine. Et donc il y a une question, c'est comment on fait comment est-ce qu'aujourd'hui, si on donne une cible, on peut imaginer une nouvelle molécule qui va se fixer. Alors on peut faire ça un petit peu de manière expérimentale, on peut mettre en place des tests où on va screener des dizaines ou des centaines de milliers de molécules pour voir s'il y en a une qui va marcher. Mais le souci, c'est que l'espace des molécules possibles est quand même grand. Quand on parle de molécules à quelques dizaines d'atomes, très vite, il y en a 10 puissance 20, 10 puissance 30, 10 puissance 40. On ne peut pas tous les synthétiser. Donc, on essaie d'avoir des approches un petit peu rationnelles, in silico, au sens où on peut faire des modélisations, modéliser les molécules, voir si elles vont rentrer. Alors on peut faire ça, soit il y a tout un domaine qui est lié d'ailleurs à la modélisation 3D en imagerie, qui consisterait à modéliser les structures 3D et puis à chercher des formes qui vont s'apparier en gros. Et il y a aussi des approches que nous on essaie de développer aussi, qui combinent ça avec des méthodes statistiques, c'est-à-dire qui vont combiner ces modèles avec, qui vont intégrer dans ces modèles des résultats expérimentaux, parce que quand même on peut screener à la paillasse des dizaines de milliers de molécules et voir si elles interagissent ou pas. Et ça nous permet en gros d'améliorer ce genre de modèle et quand on intègre tout, de combiner la structure connue avec des statistiques qui vont s'améliorer quand le nombre de tests va augmenter. Et donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller voir Andrea au poster 31 demain, qui va parler d'une application réelle qui est un projet qu'on a en ce moment sur le ciblage d'une cible thérapeutique, Thyro3, dans le cancer de la vessie, qui est développé avec des personnes à l'Institut Curie. Voilà, j'ai terminé. Donc, en résumé, ce que je voulais faire passer, c'est que au niveau moléculaire, avec ces nouvelles technologies, il est clair que la médecine et la biologie subissent des révolutions depuis une quinzaine d'années. Ça s'accélère. Aujourd'hui, un labo de biologie, il génère surtout, il a un gros disque dur, il est connecté à un gros réseau, il génère beaucoup de données. Donc on a un problème en gros c'est les big data, on a beaucoup de données. Il y a clairement des opportunités énormes de collaboration entre mathématiciens, informaticiens, biologistes, médecins. C'est pas nouveau, mais disons ça va croissant et je dirais que les besoins sont pressants. Hein. On est très sollicités et nos étudiants n'ont pas trop de mal pour trouver des jobs. Donc c'est clairement des domaines où ça va continuer parce que les données sont de plus en plus présentes.
Voilà, je vous remercie de votre attention et je remercie également notamment tous les membres du Centre de bioinformatique qui sont présentés ici. Comme ça, vous pourrez les reconnaître si vous voulez leur parler. Merci. Merci Jean-Philippe, si on veut respecter le timing, mais on a la place pour une, voire deux questions. Alors moi j'en ai deux, une qui était sur ta dernière diapo, à vrai dire, donc c'était le début de réponse, donc c'est plus tout à fait une question, c'est effectivement, compte tenu après de l'implication que ça a en termes de proposition de molécules pour stopper un cancer, quand on a identifié des protéines typiques, est-ce qu'il ne faut pas, quand on connaît la longueur dans le temps, pour la mise au point d'un nouveau médicament, est-ce qu'il y a un travail dès l'amont entre bioinformaticiens, ainsi de suite, et chimistes pour anticiper, ce qui est un travail de plusieurs années après avec les AMM, ainsi de suite. Et puis la deuxième question, c'est qu'on l'a vu dans l'exposé précédent, mais dans le tien encore plus, on est vraiment à l'interface totale. Et peut-on, quand on est simplement mathématicien, informaticien, traiter ce genre de choses, ou la culture, y a-t-il besoin de formation complémentaire? Enfin, ça me paraît vraiment être un enjeu important. Alors, quelques éléments de réponse. Donc, sur la première question, évidemment, j'ai été très, très succinct, mais il est clair que ce dont je parle, ça se fait assez en amont du processus de développement de médicaments. C'est-à-dire, aujourd'hui, la cible qu'on crible, la Tiro3, là, sur laquelle on cherche une molécule informatique, je ne veux pas dire de bêtises, mais si on est très chanceux, si ça se passe bien, si on fait partie à ce niveau-là des 1% ou 1 pour 1000 molécules qui arriveront au bout, elle arrivera au bout dans 10 ans peut-être. Donc, c'est clair que... Alors, il y a quand même un élément clé, c'est que la plupart des molécules, ce qui coûte cher, c'est quand elles échouent dans les essais cliniques qui coûtent cher à cause de la toxicité de ces molécules. Et donc il y a un gros effort très en amont pour lier chimie et mathématiques, informatique, pour essayer justement d'avoir des choses ciblées et d'évaluer leur risque de toxicité. Ça s'est pris très en amont et ça a un impact 10 ans plus tard et quelques centaines de millions de dollars plus tard. Pour la deuxième question, il est clair que oui, on a l'interface. J'ai l'impression, alors c'est peut-être une fausse impression, mais en tout cas pour ma génération, les gens entre 20 et 40 ans aujourd'hui, que parmi les domaines d'interface entre data mining et application, c'est peut-être un domaine un peu plus difficile d'accès que d'autres. Je ne sais pas, quand on fait, enfin, j'ai travaillé en traitement du langage, je fais un peu de traitement d'image ou autre. Sans être expert, au moins on voit ce que c'est qu'une image, on voit ce que c'est qu'un texte. Là, il est clair qu'il faut se plonger un petit peu dedans pour comprendre ce que c'est que la chromatine, les interactions, etc. Ceci dit, nous, la plupart de nos étudiants sont des ingénieurs. La plupart de nos chercheurs sont de formation mathématique, informatique, ingénieur. C'est possible. C'est juste que je pense qu'il faut prendre quelques cours. Ouais. Mais la génération qui arrive est assez bien formée, je dirais. Les jeunes, dès la thèse ou avant la thèse en école d'ingénieur, commencent à avoir des compétences doubles et c'est très, très utile. Ok, merci. Donc, pause poster avant d'être la pause café. Voilà, à tout à l'heure.